Bon, je vous propose de démarrer. Il est 10h02 et ça va faire venir les retardataires. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, il sera, encore une fois, je me répète, visible en replay derrière. Comment améliorer les relations entre RH et manager pour des recrutements réussis. Pourquoi ce webinaire? Tout simplement, à force d'échanger aujourd'hui avec différentes personnes sur le terrain, un peu partout en France, eh bien, on voit bien que, vu que le marché en ce moment, depuis quelques mois, est assez tendu côté recrutement candidat, mais pas que, eh bien, on s'aperçoit que c'est un sujet d'actualité. Et deuxième, il y a France Stratégie qui vient de sortir justement une étude qui montre qu'il existe aussi des problématiques internes à l'entreprise, et non pas des problématiques recrutement, mais internes sur les process et les modes de fonctionnement qui créent des tensions, des grains de sable dans les recrutements. Donc, je vous propose d'aborder ce thème-là. Et juste avant, je vais me présenter. C'est l'instant juste commercial entre guillemets. Vous sachez qui on est. Donc, je suis le cofondateur de Me and My Boss, qui est un réseau de recruteurs, entrepreneurs qui représente Me and My Boss sur toute la France. Le recrutement aujourd'hui, vous le savez, c'est pour souvent, je vais caricaturer, des offres d'emploi qui se ressemblent un peu toutes, entreprises en pleine croissance, recherche, son futur, commercial, envoyer CV plus lettre de motivation. Et on a tendance à oublier la personnalité, à recruter par les compétences. Et une fois que la personne est embauchée, eh bien, on s'aperçoit que oui, les compétences sont là, mais la personnalité, ça fait de la friction et ça crée malheureusement des échecs. Échecs humains, échecs financiers, pas mal de choses, des répercussions en interne. Chez Me and My Boss, ce qu'on promet, c'est de capter des personnes qui sont motivées, engagées, correspondent à l'ADN de votre entreprise, avec un outil qui s'appelle Question de Job, Question to Job. C'est quoi? C'est tout simplement, écoutez bien, un système où on joue à l'entreprise mystère, on cache l'identité de l'entreprise, on propose au candidat de cliquer sur un lien où il voit son titre de poste, le lieu, et on lui propose de jouer un petit jeu, une question, il répond à une question, en échange, il a un indice sur la société, sur l'identité de l'entreprise et le poste. Au bout de 5 indices, il découvre l'identité, il nous dit s'il a envie d'y aller ou pas. Donc, c'est un système de découverte mutuelle. Je n'irai pas plus loin. Vous pourrez voir le concept en vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, nos recruteurs sur la France l'utilisent pour justement accompagner nos clients. Et c'est plutôt assez original. Et on existe depuis 2013. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur un gros phase de développement. Voilà, les présentations sont faites. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder, et vous n'hésitez pas dans la discussion à me mettre vos questions. Il y a un temps, justement, 30 minutes où je vais faire du descendant. Si je vois que je peux répondre en instantané à vos questions, ça sera avec grand plaisir. Sinon, je les garde pour la fin pour qu'on puisse échanger. Et puis derrière, vous aurez mes coordonnées, bien entendu, contact LinkedIn de préférence, message, qu'on puisse se parler ensemble. Je suis un passionné de recrutement, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à apporter. Au contraire, ça sera d'autant plus intéressant. Donc, il existe en interne des tensions entre les RH et les managers opérationnels quand on parle de recrutement. Ça veut dire quoi? Je vais rentrer dans la caricature. Hein. Je m'excuse par avance, mais c'est pour bien comprendre. Par exemple, j'étais des RH il y a quelques années et j'avais un directeur commercial qui, à un moment donné, avait besoin de recruter des commerciaux et qui me disait, Sébastien, comment ça se fait que je n'ai pas de candidat? Il y a un nombre de chômeurs impressionnant. Et tu n'arrives pas à me trouver quelqu'un. Donc, à un moment donné, je vais faire… Moi, je vais acheter une annonce chez Indeed et puis je vais te montrer comment on fait parce que ça ne va pas être compliqué. Donc, cette typologie de situation qui crée des tensions ou des chargés de recrutement, des fois, où on va devoir donner des KPI, des chiffres sur le nombre d'annonces, de CV, de personnes qui sont vues en entretien, ainsi de suite, et ça crée des tensions, ça crée du stress en tant que RH. Et donc, concrètement, comment ça se passe dans le réel? Dans le réel, c'est vous avez quelqu'un dans le domaine opérationnel qui va faire une demande d'autorisation de recrutement. Ça, c'est quand on arrive à une certaine taille d'entreprise, hein, ce n'est pas forcément le cas, via un ATS. Donc, c'est un outil de gestion des recrutements, mais ça peut être un ERP ou ça peut être un logiciel interne fabriqué sur mesure. Mais en attendant, le manager opérationnel va faire une demande d'autorisation de recrutement. Une fois que le budget est validé, que l'autorisation est faite, il y a les RH prennent le relais derrière, les chargés de recrutement, ça dépend comment vous êtes processés en interne, vont lancer tout simplement ce recrutement. Via, normalement, à partir d'une certaine taille, toujours les mêmes process, les mêmes partenaires, les gens qui ont été référencés. Et puis, le temps passe et il n'y a pas
très peu de candidats. Et là, ça commence à s'énerver. Donc, c'est des petits pics, c'est des petites phrases, c'est des petites blagouses qu'on peut retrouver au café. Et je dis ça pour l'avoir vécu et puis connaissant beaucoup de personnes qui peuvent le vivre. Et donc, les candidats qui, en plus, quand vous arrivez par les forceps à discuter, à échanger, à capter quelqu'un, vous l'envoyez des fois en entretien et la personne dans l'opérationnel est dans le jus. Elle est dans le jus et puis elle reçoit la personne et des fois, c'est pas forcément reçu dans les règles de l'art. Certains chargés de recrutement gèrent une frustration assez énorme où ils ont pris des gants pour aller chercher la personne, discuter, influencer, séduire, sans déformer la réalité, parce que attention, si on raconte n'importe quoi, une fois que la personne est en poste, elle se rend compte que ce qu'on lui a dit, ce n'était pas forcément la réalité. Donc, un jeu de psychologie, de séduction, puis à la fois d'entretien pour amener quelqu'un et qui va être vu 5 minutes, 10 minutes ou pas reçu comme il faut, et j'expliquerai après le pourquoi, et c'est normal sur certains modes de fonctionnement. Et la grille d'analyse aussi du profil qui peut être différent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous débriefez sur les candidats et des fois, on s'aperçoit qu'on a porté notre attention sur tel sujet, tel critère et d'autres sur d'autres critères. Oui, Audrey, il y aura le Power. Vous l'aurez en PDF. Derrière, on vous l'envoie. Oui, merci Nicolas. C'est du vécu hein, et je continue à le voir ou toutes les entreprises auxquelles on peut accompagner. Et justement, il faut pas. Enfin, je vais revenir après sur le sujet, mais la grille d'analyse qui peut être différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit oui, il a le profil de commercial B2B. Je reste sur les commerciaux parce que c'est très simple en termes d'image. Il a ci, il a ça. Puis à côté, vous avez une analyse. Oui, mais en termes de loisirs, il fait plutôt ci. Donc je me dis qu'il est peut-être pas persévérant et on n'a pas forcément. On n'a pas forcément les mêmes a priori. Donc, ça crée des tensions et on rentre dans le triangle de Karpman pour ceux qui suivent mes webinars. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement. Donc, c'est le E égale MC2 de la gestion du conflit. Vous avez trois identités, le bourreau, la victime et le sauveur. Pour faire simple, côté entreprise, vous avez l'entreprise qui peut rentrer en mode victime. Ouais, c'est pas normal, j'arrive pas à recruter, il y a un taux de chômage énorme, personne n'a envie de bosser. En France, on a des aides telles que bon, tout le monde attend. On va passer l'été, puis on verra bien au mois de septembre. Donc, on se met en victime et on met les candidats en mode bourreau. Et il y a le RH qui est au milieu, qui essaye de faire le sauveur. De dire, mais non, c'est pas tout à fait comme ça, et ainsi de suite. Ou inversement, le candidat, quand on parle avec un candidat qui dit, moi, j'ai pas de réponse. Ou les cabinets, quand je leur envoie mon CV, ils sont intéressés que quand ils ont des besoins par rapport à mes compétences. Sinon, j'ai pas de news. Et on inverse, et puis on va encore avoir un sauveur. Donc, le tout, c'est de se remettre en cause, de savoir pourquoi les personnes fonctionnent comme ça. Pourquoi, quand j'envoie un candidat en entretien, pourquoi des fois il est reçu, pourquoi on n'a pas d'analyse, et on va voir ça ensemble. Parce que ça crée des situations d'ingérence, ça crée des situations où les gens se disent, sous le coup du stress et de l'énervement, je vais gérer moi-même. Je vais le faire parce que ça me gonfle, entre guillemets. Voilà, ça c'était juste l'introduction. J'essaie de mettre du positif dans la chose. Mais derrière, il y a des solutions justement pour rectifier ça. Bon, pourquoi cela arrive? Parce que souvent, on va voir sur les 3 points et comment y remédier, il y a une non-connaissance du marché de l'emploi. On est dans l'opérationnel, encore une fois. On est au quotidien dans l'objectif, c'est de faire des ventes. L'objectif, c'est de sortir la compta. L'objectif, c'est le market. C'est l'inbound, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et depuis des années, les années passent et on reste avec notre connaissance du marché il y a quelques années et on n'a pas forcément le temps de se tenir au courant de ce qui se passe. On voit des chiffres passer et on est influencé par les conversations ambiantes. Il y a souvent aussi une non-connaissance du métier de recruteur. Le métier de recruteur est devenu essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même un poste qui devient pénurique. Recruteur aujourd'hui est au service depuis longtemps, mais alors encore plus de la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que en ce moment, et ça va s'amplifier, le recruteur va devenir une pièce essentielle à l'entreprise pour justement capter des nouveaux talents, vu la pénurie qui s'opère, mais sur pratiquement tous les postes maintenant. C'est même plus, avant on avait quelques postes, maintenant c'est pratiquement tous les postes qui sont pénuriques. Il suffit d'aller par exemple à Montréal et de voir qu'à Montréal, pour recruter, il faut débaucher, il faut aller chercher chez autrui pour faire ce qu'on appelle de la chasse. Et donc, on arrive à ce qu'on pas un plein emploi, mais sous le même aspect. Et donc, si on n'a pas une connaissance du métier de recruteur, de ce que c'est, comme le commercial, on sait qu'il faut qu'il fasse du phoning, il faut qu'il aille faire, s'il est sur du particulier, du porte-à-porte, on va
on va savoir les efforts qu'il fait et les phases par lesquelles il passe et les coups de mou qu'il peut avoir. Eh bien, le recruteur aussi, lui, a des compétences et devient essentiel. Et la communication entre les personnes, on y verra tout à l'heure. Je vous parlerai des couleurs. Pour ceux qui connaissent, j'en suis navré. Pour les autres, ce sera peut-être une découverte. Alors, la non-connaissance du marché de l'emploi, eh bien, c'est apporter une connaissance sur l'offre et la demande. Je me suis aperçu que dès l'instant où on met des chiffres, où on explique, d'un seul coup, il y a une compréhension qui est autre. Donc, quand je dis combien de candidats possibles, combien d'entreprises, combien d'opportunités apparentes, je vous montre je vais revenir sur cette slide après, je vous montre juste une slide, par exemple. C'est d'un côté, vous avez le monde de l'entreprise avec, par exemple, on peut voir qu'il y a 750 000 TPE entre 1 et 10 salariés. D'accord ? Au-delà de 10 salariés, entre 10 et 250, vous avez 140 000 entreprises. 5 000 entreprises de taille intermédiaire, dites ETI, et 274 grandes entreprises. Les chiffres de l'INSEE, mais ça peut varier sur… L'important, c'est de connaître, de voir les quantités. Et ça représente officiellement, on regarde sur Pôle emploi, il y a 1 million d'offres d'emploi. Et notre difficulté, c'est de savoir comment, justement, avoir le nombre réel d'opportunités, parce qu'il y a des offres cachées, c'est assez colossal, ça dépend des niveaux, mais on a du mal à mesurer le pourcentage des offres cachées. Et puis, des offres d'emploi, normalement, c'est interdit, mais certaines entreprises s'en servent pour communiquer, pour montrer à leurs concurrents qu'ils sont en pleine croissance, alors que c'est pour se créer des viviers, j'aime pas le mot vivier, mais donc, il y a une espèce de jungle là-dedans sur l'offre apparente, mais il est important de voir d'un côté le nombre d'entreprises et la concurrence quand on recrute des autres entreprises. Et de l'autre côté, aussi d'informer sur l'emploi en France, c'est 67 millions de personnes, mais surtout sur les nombres d'actifs. Il y a 29 millions d'actifs, d'accord ? Et j'ai marqué, il y a 2,5 millions de demandeurs d'emploi, ça fluctue suivant si on met le A, B, C, ça peut monter à 5,5 millions, ça peut… Mais ce qui est important de voir, c'est le nombre d'actifs. 29 millions, 75% sont en CDI et il y a 20% de cadres. Déjà, ces notions-là permettent de voir dans quel univers on va aller. Si vous voulez affiner, le top, c'est d'informer justement sur, par exemple, la région Rhône-Alpes, sur la Bretagne, sur les Hauts-de-France. Mais tout ça, ça m'énuise. Et donc, à partir de là, on peut donner des chiffres et faire prendre conscience de la difficulté de la chose. Je reviens, donc ça, c'est l'offre et la demande. Et, je vais y arriver, hop, les outils utilisés pour la mise en relation. Entre d'un côté les entreprises et de l'autre côté les 29 millions de personnes qui sont actives, eh bien, comment on fait pour rentrer en conversation avec eux? Vous avez différents acteurs, vous les connaissez sûrement, donc ça va commencer par le Pôle emploi, les sites d'offres d'emploi, que ce soit du généraliste, que ce soit des agrégateurs ou des sites spécialisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez différents sites d'offres d'emploi, alias les job boards pour utiliser un langage RH. Vous avez les agences d'intérim aussi qui sont un peu partout et qui peuvent proposer à la fois du CDD et du CDI. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez les cabinets de recrutement dont nous faisons partie. Alors, les cabinets de recrutement, il y en a, ça fluctue. On estime 1700 cabinets de recrutement en France. Ça fluctue suivant l'économie. Mais vous avez des cabinets qui vont mettre en relation suivant le type de poste. Vous avez la cooptation en interne, vous avez les réseaux sociaux. Enfin, je veux pas, mais au milieu, sur ce trait un pointillé, vous avez plein de systèmes de mise en relation. Et c'est aujourd'hui ce qu'il va falloir faire pour recruter, c'est faire du multicanal, être capable d'aller chercher un peu partout. Donc, une fois que vous avez cette connaissance-là, c'est-à-dire que si vous êtes capable de la communiquer, vous allez avoir des personnes dans l'opérationnel qui vont se dire « Ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça ». Parce que certains, et ce que je vais dire n'est pas péjoratif, sont restés à l'offre d'emploi où on va capter des CV, on va les imprimer et on va avec un crayon dire oui, non, on va faire 2 tas, puis après je vais les appeler, je vais les convoquer, ils vont être face à moi et j'aurai le choix entre 3 personnes. Ça n'existe plus, enfin c'est assez compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'une fois qu'on amène l'information avec des chiffres, derrière ça devient beaucoup plus clair dans la personne et ils peuvent même proposer de nouvelles idées. Sur la troisième élément pour amener la connaissance, c'est 3 choses. Le choc des générations, choc des motivations et choc des comportements. Puisque ça vient dans la balance, ça pèse lourd.
C'est-à-dire que quand on n'est pas formé ou informé, là, c'est même pas formé, c'est informé sur justement ce choc des motivations avec les générations. Je parle souvent de la pyramide de Maslow, qui pour nous, quand elle est adaptée au monde de l'emploi, on arrivait sur le marché du travail, je vais parler comme un ancien, mais je suis arrivé sur le marché du travail avec l'objectif d'avoir un CDI au démarrage pour pouvoir derrière être indépendant, pouvoir faire des prêts et tatati et tatata. Une fois que j'avais le CDI derrière, je vais chercher à avoir un poste qui s'améliore, puis un réseau professionnel qui grandit, puis tatati tata jusqu'à la reconnaissance. Et on a une génération qui débarque aujourd'hui sur le marché du travail qui veut directement être au haut de la pyramide, rentrer dans le marché du travail sur la reconnaissance. Et forcément, il y a un problème d'étage. Et donc, ce choc des générations et choc des motivations amène des comportements qui sont différents. Je vous parlerai, il y a une personne qui s'appelle Marlène Leguet, Vague de Sens, j'en fais la pub parce qu'elle est spécialisée justement dans cette nouvelle génération. Et je trouve hyper intéressant ce qu'elle peut dire. Elle les interviewe et on voit que ça crée des tensions. Alors, imaginez quelqu'un qui est dans l'opérationnel, qui pense que passer une offre d'emploi va permettre de capter des CV et qui derrière n'est pas informé et plutôt rentre dans ce triangle de Karpman en mode victime. Ouais, ils n'ont plus envie, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. C'est à nous aussi de prendre ça en compte, de n'être informé, de voir comment on agit par rapport à ça. Certains l'ont déjà compris. Certains sont déjà dans le mouvement et on voit qu'ils attirent justement les personnes parce qu'ils ont été capables de s'adapter. Et donc ça, comment faire passer l'info? Soit vous-même, c'est-à-dire soit un intervenant extérieur. Souvent, l'intervenant extérieur va être capable d'apporter, puisqu'il y a cette notion, oui, Marlène Leguet, L-E-G-A-Y, ouais, tout à fait. C'est le premier. Marlène Leguet, ouais. C'est soi-même ou un intervenant extérieur, parce que je trouve ça, généralement, c'est un peu plus écouté. Et il y a des questions et des étonnements. L'objectif, c'est qu'ils sortent de là en disant « Ah ouais, je ne pensais pas que c'était comme ça. D'accord, je comprends mieux. » Donc, par exemple, sur la motivation, on en parlait hier, on s'aperçoit qu'il y a une toute nouvelle génération qui débarque avec, si on leur propose tout le package d'avantages usuels, avec possibilité à un moment donné d'avoir une partie des bénéfices ou autre, enfin je passe, eux, ce qui va les intéresser, c'est par exemple plutôt des investissements, leur proposer même de l'investissement sur la crypto-monnaie. Quand je dis ça, c'est pourquoi? Parce que derrière, ils vont se dire oh, je peux gagner un max en très peu de temps. Quand on leur propose un parcours d'intégration sur 2 ans, 2 ans, c'est waouh! Ils voient des Instagrammeurs, des TikTokers qui en moins d'1 an deviennent millionnaires. Donc, c'est comment on les met dans ce mouvement-là. Donc, soit on le rejette tout, soit on comprend comment il fonctionne et à partir de là, on les met dans un move qui sont adaptés justement et non pas sur des parcours d'intégration de 2, 3, 4 ans avec un système de formation. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est hyper important. Donc, première connaissance du marché de l'emploi. Si on arrive à instiller, à faire connaître, ça peut être aussi de manière hebdomadaire. S'il y a un café avec tous les managers sous forme de mêlée, eh bien, c'est faire un petit point de 5-10 minutes sur quelques éléments, chaque semaine. Et au bout de quelques mois, eh ben, ça sera rentré et ça sera compris. Et les gens sont demandeurs en plus. Les gens sont demandeurs. Le deuxième élément, c'est la non-connaissance du métier de recruteur. Alors là, clairement, souvent, le RH et le recruteur, c'est le parent pauvre un peu de l'entreprise. Je ne vais pas faire la victime, mais c'est cette conscientisation de l'importance de la marque employeur. C'est extrêmement important, mais attention, souvent, on parle de marque employeur à toutes les sauces. J'insiste bien, c'est être capable de montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on a du mal avec la transparence. On a peur de ce qui pourra être dit, le côté corporate, le côté market. Donc, on va mettre en avant des images, des banques à images souvent. Eh bien, ça, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez des candidats aujourd'hui qui vont même, via LinkedIn, mais pas que, aller se renseigner sur l'entreprise. J'entendais hier même une personne qui était capable d'aller regarder les valeurs de l'entreprise, aller regarder les valeurs des partenaires qu'ils affichaient sur le site, enfin tout ça pour faire une démarche de se renseigner avant. Et donc, si à un moment donné, il y a un décalage, pareil dans la caricature, la table de ping-pong ou le baby-foot, et puis vous arrivez dans l'entreprise et vous n'avez pas le droit d'y toucher,
ça crée de sacrées problématiques et les gens ne restent pas au bout d'un mois, ils s'en vont. Donc, c'est conscientisation de l'importance de la marque employeur. Ça veut dire que chaque personne au sein de l'entreprise véhicule une marque employeur. Le samedi soir, sur un repas avec des amis, il véhicule sa marque employeur. Donc, c'est comment on anime ça. Vous pouvez imaginer sur des séminaires d'entreprise, prévoir des ateliers, des moments où vous allez pouvoir animer ça. Et il y a pas mal de personnes qui seront capables de vous accompagner. Formation à l'entretien de recrutement, ça, c'est notre grand cheval de bataille depuis quelques mois, puisqu'avec notre réseau, on recrute pour pas mal d'entreprises sur la France. Et puis, on s'aperçoit des fois que, eh bien, c'est pas la même chose en termes d'entretien de recrutement. Il y en a un qui le fait au feeling, il y en a un qui le fait. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, mais le fait que chacun le fasse de manière différente, eh bien, ça crée des analyses différentes. Et donc, la formation à l'entretien de recrutement, on a fait, par exemple, là, c'est une autopub que je me permets sur ce webinaire. On a fait un module d'e-learning sur comment devenir un as de l'entretien de recrutement avec tout qui disséquait de l'avant l'entretien, l'accueil, les techniques de questionnement, éviter c'est quoi vos 3 défauts, vos 3 qualités, 3 défauts, parce qu'on voit des jeunes qui sont ultra préparés à cette question. Ça les fait même sourire avant de venir en entretien. Donc, c'est comment on fait les techniques de questionnement et qu'est-ce qu'on vise au préalable comme analyse, comme critère et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme info. Et quand on s'aperçoit que les managers opérationnels ou que tout le monde est formé à la même technique, aux mêmes techniques d'entretien, ils se sont valorisés. Claire, vous me permettrez de vous envoyer le lien de la page qui présente cette formation-là sur cet entretien de recrutement. Mais sincèrement, ça change tout. Ça change tout parce qu'en plus, les personnes apprennent. Sur les techniques de questionnement, après, elles les utilisent aussi dans la vie quotidienne. Ça, c'est autre chose, mais c'est assez sympathique et ça permet jusqu'à l'embauche d'avoir un process de recrutement et d'analyse commun. Et justement, cette mise en place de process avec grille d'analyse commune, c'est-à-dire que, par exemple, on a un outil qui s'appelle Job Description Canvas qui permet sur une feuille de voir ce qu'on va chercher exactement en termes de savoir-faire, savoir-être, tout ça de manière très visuelle sur un seul et même format A4, et qui permet de le faire de manière collective, soit avec des post-it, soit individuels, et surtout, une fois qu'on a mis en place un process, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en sortir, c'est quelqu'un qui rentre par un onglet, une offre d'emploi, un système qui fait qu'à un moment donné, il y a un entretien, 2 entretiens, au-delà de 2, ça devient super compliqué, mais qu'on mette en place un process. Et surtout, on ne fait pas de passe-droit. Et on explique aux candidats que le process est comme ça pour laisser une chance égale à tout le monde, puisque vous avez forcément des personnes qui vont essayer de passer outre, où vous avez, et je vais reprendre mon directeur commercial adoré, qui va me dire non, mais celui-là, on peut le voir en direct, Sébastien, je le connais, et on squeeze le process, et puis bizarrement, souvent, ça crée le candidat n'a pas été informé de ci, de ça, parce qu'il a loupé la case où il y a eu une présentation de l'organigramme, il a loupé la case où il y a une présentation du poste ultra détaillée, il a loupé la case de tatati tatata. Donc, mise en place d'un process avec une grille d'analyse commune. Si on peut faire la mise en place avec les managers, soit on leur présente, c'est-à-dire qu'on fait du participatif, on décide d'un cadre, on leur présente, on demande leur avis et on ajuste quelques curseurs, soit on le fait de manière collaborative, c'est-à-dire que là, on part de feuille blanche et on explique, mais surtout, on ne tombe pas dans aussi l'inverse, de tout faire en un clic. Le candidat doit faire un minimum d'efforts pour montrer sa motivation. Je vous assure que par expérience, s'il ne fait pas un minimum d'efforts, vous allez capter des personnes qui ne sont pas forcément investies ou motivées par tout ça. Donc, je vous envoie le lien, le PDF et le lien de la formation après si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et troisième chose, oui, tout à fait, Jérémy. Ouais, avec grand plaisir. Vous avez compris que je suis un passionné, donc votre tour m'intéressera aussi. La communication, c'est le troisième élément justement pour améliorer. Et donc là, certains connaissent sûrement. Désolé pour ceux qui connaissent, ça va être une redite. On n'est pas formateur en profil disque. Un profil disque, c'est quoi? C'est des couleurs qui vont faire émerger des traits de personnalité. Attention, le danger, c'est de mettre les gens dans des cases. Je vais répéter souvent ça. Mais ce système-là donne des indications. C'est-à-dire que vous avez 4 couleurs
on est tous des arcs-en-ciel, on a tous un peu de ces quatre couleurs, mais on peut avoir des dominantes justement sur ces couleurs. Et ces couleurs-là permettent rapidement de voir en face le type de personne que vous avez et comment vous allez communiquer avec elle. Vous êtes RH, je vais prendre par exemple la couleur jaune. Vous avez quatre couleurs, jaune, rouge, bleu et vert, que je ne les oublie pas. Donc, vous avez le jaune. Je vais caricaturer encore une fois et j'en suis navré parce que l'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours sur le profil disque et je ne suis pas formateur, mais c'est juste pour vous donner des pistes sur le sujet. Le profil jaune, c'est le stéréotype, c'est le commercial qui est enjoué, tout le temps positif, qui arrive à la machine de café le matin, qui a toujours des anecdotes à raconter, qui est dans le bip bip, ouais, c'est fun ce soir, on va faire la fête, on y va, et qui va communiquer, vous l'entendez dans les couloirs. Vous avez sûrement des personnes autour de vous qui sont comme ça. Il a tout le temps des idées et c'est la personne à 80%, c'est-à-dire qu'il va avoir l'idée générale, mais il ne va jamais aller dans les détails. Et il va être moteur, il peut être même agaçant de temps en temps. Mais ça, c'est le jaune. C'est un profil bien typique. Et puis, à l'inverse, vous avez le bleu. Le bleu, c'est plutôt celui qui a besoin de chiffres, de tableaux Excel, de bien comprendre les process. C'est 1 plus 1 égale 2 et quelle date on commence et qu'est-ce qu'on fait ci et qu'est-ce qu'on fait ça. Et donc, forcément, imaginez un jaune qui communique avec un bleu, stéréotype du bleu, l'expert comptable. Le jaune qui va dire, ouais, on fera un séminaire à la rentrée, ça va être génial, j'ai plein d'idées, on va réunir tout le monde, on va faire une activité ici avec un atelier ça. Et le bleu va regarder, il va dire, oui, ok, quel jour, quand, on sera combien au séminaire et on fait ça sur quel lieu. Donc le jaune, ça va l'agacer, le bleu, ça va l'agacer. Et donc, pourquoi? Parce que la communication n'est pas la même. Vous avez inversement le vert, par exemple, le vert qui est pour la... Nicolas, le bleu compliqué dans le recrutement. Je vois que vous connaissez. Le vert qui est plutôt dans le médiateur, si tu dois prendre l'image. C'est le vert, c'est celui qui va prendre soin, qui va accueillir le candidat, et ça va, vous ne stressez pas trop, qui va être pour la paix des ménages, si tu dois caricaturer à 300%. C'est un peu ça. On a du mal à dire non quand on est vert. Et donc, c'est souvent dans le triangle de Karpman, le sauveur, la personne qui écoute le conflit, qui va dire oui, mais si on faisait ci, si on faisait ça pour amener la paix. Et inversement, vous avez à l'opposé le rouge. Et le rouge c'est il fonce, quoi. Le rouge, c'est OK, quoi, vous avez dit quoi? On fait un séminaire? OK, alors demain matin, on est tous là à 9h00. Et puis, Olivier, tu fais ça, ça, ça. Et là, toi, tu fais ça, ça, ça. Et dans 48 heures, c'est bâché, c'est fait. Allez, feu. Et comment ça se fait que personne n'y est, quoi? C'est le rouge, c'est le pilote. Et donc, quand vous mettez un vert avec un rouge, eh bien, tout simplement, derrière, on a des tensions qui se créent, vous pouvez l'imaginer. Donc, des liens entre profils, oui et non. Il n'y a pas de réponse franche. MBTI, c'est carrément issu de 5 traits de personnalité où on va créer des sous-personnalités, où on va les analyser en fait par rapport à comment dire, un échantillon, je vais y arriver, de 400 000, 500 000, plus les grands, plus ça sera fiable, alors que le profil disque est vraiment basé sur un questionnaire qui permet de voir un peu comment on est de manière naturelle en termes de dominante, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est complémentaire. Ouais, exactement. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant dans la communication, parce qu'une fois qu'on a été formé à ça, qu'on a découvert ça, quand vous pouvez repérer des dominantes chez la personne. Et par exemple, moi, quand je croise un bleu, mais je ne le mets pas dans des cases, mais je vois qu'il y a des petits trucs bleus, eh bien, je vais lui dire, votre recrutement, voilà, on va le lancer demain dans J+8. Eh bien, on va faire un point et nos stats nous montrent qu'en général, on a tant de personnes, on va pouvoir de 14h à 15h identifier ça, ça, ça et ça, et ainsi de suite. Quand j'ai un jaune en face de moi, je vais être capable de lui dire, écoute, là, on a une expérience avec notre question de job magnifique, il y a une découverte mutuelle, il va découvrir l'histoire de l'entreprise, après le poste, après la valeur ajoutée, il y a une question insolite dite à la Google pour justement le mettre en phase de séduction, et après, il découvre votre identité. Et là, le jaune dit, waouh, voilà. Et donc, cette manière de communiquer est essentielle. Et donc, quand vous avez des managers en tant qu'RH, recruteur, c'est être capable d'être caméléon, eh bien, on va identifier la manière de communiquer de chaque acteur. Et ce n'est pas facile. Mais du coup, si on a un bleu en face, il faut qu'on lui parle en bleu. Si on a un jaune, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Et c'est hyper chaud, mais c'est ce qui fait la réussite d'une communication. Derrière, si vous arrivez à former tout le monde,
Alors là, ça fait un petit jeu général qui est plutôt génial, puisque chacun se reconnaît, on dit, ah, toi, généralement, on reconnaît souvent les copains et les copines. On dit, oh, bah, toi, tu es plutôt ci, toi, tu es plutôt ça. Mais derrière, ça donne des jeux à la machine à café sur des manières de communiquer. Et pour terminer, si en tant qu'RH, vous devez communiquer en salle plénière sur, par exemple, les process de recrutement, eh bien, je vais revenir à cette question hyper intéressante, Tony. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'en plénière, quand vous avez plein de monde, vous avez un message à faire passer, eh bien, il faut le même message avec les 4 couleurs. C'est-à-dire, nous, par exemple, vous, sur le process de recrutement, voilà, on a travaillé, on a mis en place un process de recrutement. Jaune, c'est hyper fun, il y a un parcours de découverte qui fait ci, ça permet au candidat de découvrir l'entreprise de l'intérieur, de vivre une expérience différenciante et de postuler. Bleu, derrière, nous allons avoir un process qui est sur les 4 premières semaines, la captation de candidature. Sur les 4 semaines d'après, à J plus 8 semaines, des entretiens téléphoniques de présélection. Ce qui nous mènera à un premier entretien avec le RH qui me permettra d'envoyer un manager opérationnel. Tout ça sous 16 semaines. Derrière, vous parlez, mais ce process de recrutement vert est très agréable puisqu'il permet justement de laisser une chance à tous parce qu'on ose recruter différemment. Et enfin, le rouge, si on lance ça demain, on sera capable de capter des candidats d'ici telle date, telle date, telle date, de mettre ça en plan d'action et de répondre à notre croissance. Un même message, 4 formulations différentes, une captation par tout le monde. C'est pas évident, hein, c'est chaud, mais ça marche. Les équipes en équilibre des 4 couleurs, vous privilégiez des couleurs. Non, c'est un équilibre, c'est justement des 4 couleurs est plutôt essentiel parce que ça nous fait grandir aussi tous. Voilà sur 30 minutes pile sur les 3 éléments pour répondre à cette demande. C'est la connaissance du marché de l'emploi qui est souvent source de tension. Donc, c'est comment on donne cette information aux différents managers, aux différentes personnes dans l'entreprise pour apporter cette connaissance à la fois sur l'offre et la demande. Qu'est-ce qui existe comme moyen de mise en relation? Et puis derrière, ce fameux choc des générations, choc des motivations. Je mets choc parce que je le vois au quotidien. Je pense que je pourrais écrire un bouquin là-dessus. Et ensuite, la non-connaissance du métier de recruteur. C'est quoi un recruteur? C'est pas juste passer des annonces et collecter des CV. C'est pas juste ça. Ça a changé, mais de manière phénoménale. C'est encore une fois devenu un poste stratégique, mais ultra stratégique. Ceux qui sont capables de recruter les meilleurs recruteurs ou d'avoir les meilleurs recruteurs, demain, vont connaître une croissance phénoménale. Et la communication, c'est souvent une source de soucis, c'est la communication interpersonnelle. Donc, si la personne a la connaissance du marché, derrière, connaît votre métier en tant que RH et recruteur, et derrière, vous êtes capable de communiquer sur des mêmes longueurs d'onde, eh bien, ça devrait régler pas mal de choses. Facile à dire, pas facile à faire, comme toujours. Mais si vous voulez en discuter, eh bien, je suis à votre disposition pour pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez. Nous sommes au moment des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, en espérant déjà avoir apporté un peu de choses sur ce sujet-là. J'ai entendu dès le départ, oh là là, on a l'impression de se voir, de le vivre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On vous envoie avec les équipes tout simplement le replay, le lien aussi vers cette page qui présente notre formation sur l'entretien de recrutement. Un recruteur gère un peu comme un commercial qui doit s'adapter à différents. Exactement, Ivan, exactement. Ah non, mais en plus, on est dans une période historique. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de confrères cabinets avec qui je discute dans les Rhône-Alpes, Paris ou autres, et qui n'ont jamais connu ça en 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, il faut faire, nous on le voit sur notre pôle sourcing ici à Rennes, eh bien, on est obligé de faire 3 fois plus d'efforts pour capter des candidats qu'en temps normal. Donc, quand il y a un point de non-retour avec un manager ou chargé de recrutement, comment faire? Faire appel à quelqu'un d'extérieur. Un point de non-retour, c'est-à-dire? Oui, Jérémy, l'expérience candidat, c'est ce qui devient primordial. Primordial, primordial. Ah oui, oui, oui.
Bah, là, c'est compliqué parce que c'est du cas par cas. C'est-à-dire, s'il y a un point de non-retour avec. Euh, Merci pour la question, Audrey. Quand il y a un point de non-retour avec un manager ou chargé de recrutement, comment faire appel à quelqu'un d'extérieur. C'est toujours pareil. Alors, ce que je vais dire, hein, c'est de la théorie. Donc, je ne veux pas tomber dans le yaka faucon. C'est être capable de tirer un bilan déjà chiffré, factuel, de ce qui s'est passé, ce qui a été mis en œuvre et de trouver soit un médiateur, ça encore une fois, c'est pas facile, soit à un moment donné, de tirer un constat et en effet de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Mais pour ça, il faut avoir le budget, il faut faire une demande, mais c'est déjà c'est ce qu'on appelle une situation de conflit. Et c'est malheureusement, ça se règle soit de la médiation, soit être capable d'être force de proposition, c'est-à-dire de prendre sur soi pour aller amener des éléments et dire voilà, jouer la carte de la transparence. Et ce n'est pas facile. Euh, mais voilà, c'est quand on est capable d'aller voir le manager et de dire bah, là, ça ne fonctionne pas, on s'est braqué tous les deux, sauf que si on continue à se braquer, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, c'est facile à dire, moins facile à faire. Par contre, si on arrive à jouer cette carte de la transparence, des fois, ça peut débloquer la situation. Euh, Recrutement par TikTok, Instagram, oui, bah, c'est suivant la cible, encore une fois, que l'on va vouloir capter. Si on cherche à capter des juniors, il faut, et certains le font déjà, se rendre accessible via TikTok, mais via un système aussi pour postuler propre à TikTok ou Instagram. Instagram, ça y est, ça fait déjà longtemps qu'on va être dessus. Mais si on cherche des profils juniors, et ça dépend du poste aussi, les stories Instagram fonctionnent bien. Et TikTok, c'est encore nouveau, donc j'en vois certains qui testent. Je demande, j'ai pas encore de données ou de retours chiffrés là-dessus. Après, ça dépend si c'est du poste dit de production, où il faut, ou d'un simple clic, on va pouvoir capter des personnes pour les intégrer sur de la prod, ou si c'est des postes où derrière, on va chercher sur des postes de commerciaux, où il faut les former, aller plus loin. Donc, c'est vraiment de la stratégie. Hein. Recruter, c'est devenu une stratégie entre le sponsoring, détourner la publicité, par exemple, non détourner la publicité pour la mettre sur LinkedIn, on injecte ça dans le fil d'actualité des profils que l'on vise. Et donc, à chaque poste, une stratégie et des médias. Quoi. Faire prendre conscience des limites et proposer une formation. C'est ça, faire prendre conscience, exactement. Et là, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est ça. Moi, perso, ma méthodologie, c'était de provoquer un rendez-vous et de faire un constat et de jouer la carte de la transparence. C'est-à-dire, voilà, on s'est énervé, ou il s'est passé ci, ou il s'est passé ça, sauf qu'on n'avance pas. Donc, soit on continue et puis ça bloque et on n'avancera pas, soit on est suffisamment intelligent pour s'entendre. Et donc, on laisse parler les deux, toujours avec une méthodologie de zéro attaque, zéro reproche. C'est factuel. Et dès qu'il y a certains mots qui sont prononcés, on dit non, on n'a pas le droit de dire ça, pas de mais, pas de si, pas de tu fais ci, non. Donc, c'est plus de l'ordre de la médiation, mais ça permet de repartir. Voilà, réfléchir avec les managers à des solutions, ça permet aussi de les intégrer pleinement et renforce cette notion de binôme, c'est valorisant des deux côtés. L'objectif est commun, tout à fait, Anouchka. C'est, quand on a la chance de pouvoir faire ça, c'est de l'intelligence collective et collaborative. On l'entend aujourd'hui beaucoup, mais il ne faut pas que ça soit juste un mot. Si on est capable de le faire, alors là, vous réglez beaucoup de choses parce qu'ils comprennent. Et si en plus vous communiquez avec eux, vous les tenez au courant et vous jouez la transparence, parce que souvent ils lancent un recrutement et ils ont des nouvelles que 3 semaines ou 4 semaines après, ou 6 semaines, et quand on leur dit qu'il y a 0 candidat, ils ont l'impression d'avoir perdu du temps, alors que c'est faux. Oui, tout à fait. Réussir ensemble pour une cohésion réussie. Alors, vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. On peut se retrouver sur LinkedIn avec grand plaisir pour échanger. On vous enverra un lien aussi si vous souhaitez qu'on échange sur vos problématiques RH, recrutement. Eh bien, j'aime bien discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je l'ai fait avec, je vois certaines personnes ici qui sont présentes. Donc, ça me permet aussi de garder un lien sur le terrain, sur vos problématiques, sur nos problématiques qu'on rencontre au quotidien. Et je rappelle qu'on fait chaque année un événement, les brainstormers du recrutement, où on réfléchit justement au recrutement de demain. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer de manière collective.
Je vois certaines personnes qui commencent à se déconnecter, donc je vous souhaite une excellente journée. Merci Maxime. Veille du 14 juillet, merci d'être venu. Ça me fait très plaisir. Et on reste connecté et vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Merci Anthony. Merci Juliette. Merci. Merci. C'est cool. Bon week-end par avance, tout à fait. Hop, bonne journée à tous et à toutes. Merci Audrey, Claire, Maxence. Bon week-end à vous. Merci Nicolas.